Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les entretiens de l'insoumission.fr. Donc, je suis Ulysse Cumer, rédacteur pour l'Insoumission, avec Marion Beauvalet, rédactrice également pour l'Insoumission, et nous recevons aujourd'hui Aurore Coquelin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Aurore. Tu es maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au laboratoire CEP-COPRA. Tes travaux portent sur le genre et la santé. Tu as réalisé une thèse sur l'émergence, la consolidation et la déstabilisation de la norme gynécologique en France de 1931 à 2018 et tu fais partie du laboratoire junior contraception et genre. Tu te présentes également comme militante féministe. Tu as écrit La norme gynécologique en 2022 et La révolution féministe en 2019, toutes deux publiées aux éditions Amsterdam. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant de commencer rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette introduction? Tout d'abord, vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Et peut-être ajouter aussi que je suis militante dans un collectif féministe qui s'appelle les Féministes Révolutionnaires et aussi au NPA. Voilà. Très bien. Donc on va commencer l'entretien sur ton ouvrage La Révolution féministe. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est pour toi qu'être militante féministe ? Alors c'est beaucoup de choses, ça va être dur à synthétiser, mais je dirais que c'est un peu marcher sur deux jambes. C'est à la fois intervenir dans le mouvement féministe parce qu'on considère que voilà, l'égalité entre hommes et femmes, elle n'est pas acquise, que du coup il y a encore des nouveaux droits à arracher, quelque chose comme une structure patriarcale à démanteler, à remettre en question, à renverser. Mais de l'autre côté, en tout cas, c'est ma vision du militantisme féministe, c'est aussi intervenir dans tous les mouvements pour porter les mots d'ordre féministes. C'est-à-dire pas penser qu'il y a une sorte de coupure entre le féminisme et les autres questions sociales, mais se dire que chaque mouvement social, chaque structure militante, que ce soit le syndicat, le parti, etc., c'est autant d'occasions et d'espaces où on va poser la question féministe. Et pour moi, mon engagement militant, c'est en quelque sorte faire en permanence un aller-retour entre ces deux espaces et les nourrir mutuellement à partir des réflexions des uns et des autres. Très bien. Tu commences ton livre en annonçant le début de la 4e vague du féminisme, donc ton livre Révolution féministe. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire déjà pourquoi tu utilises ce terme de vague, en quoi ça paraît approprié pour qualifier le mouvement féministe ? Oui, alors dans le livre, j'essayais un peu de faire une sorte de synthèse en partie de l'élaboration et des réflexions qu'on a pu avoir entre militantes féministes qui avons commencé à militer au début des années 2010. Et notamment le fait que pour nous, ça a été difficile de nous réapproprier l'histoire du féminisme quand on était des jeunes militantes, en partie parce que la passation intergénérationnelle ne s'était pas faite pour plusieurs raisons, mais peu importe finalement lesquelles. Toujours est-il qu'on a beaucoup tâtonné finalement pour se réapproprier cette histoire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez différent parce qu'il y a quand même un certain succès en librairie du féminisme, il y a beaucoup d'élaboration, il y a un renouveau de l'histoire du féminisme qui fait qu'on a plus accès directement à un certain nombre de ressources, mais pour nous c'était un peu différent. Et dans cette situation-là, le fait de penser finalement l'histoire proche du féminisme en termes de vagues, c'était une façon assez pratique de se réapproprier une histoire qui nous était malheureusement trop lointaine à ce moment-là. Alors, cette schématisation en vague du féminisme, c'est une forme de simplification, je pense qu'il faut le souligner. Des historiennes du féminisme disent que, à juste titre, ça tend à invisibiliser ce qui se passe entre les vagues. Et de la même façon, il y a des militantes afroféministes qui luttent également sur les questions antiracistes qui disent que c'est une conceptualisation très centrée sur l'Occident. Et ces différentes critiques, moi je les entends parfaitement, mais je trouve néanmoins que cette périodisation en termes de vagues, elle est pratique pour comprendre en gros qu'est-ce qui s'est passé en termes de féminisme au XXe siècle, en gros. Donc c'est une façon vraiment de résumer tout ça. Et du coup, on peut dire qu'il y a eu en quelque sorte 3 grandes vagues au cours du XXe siècle. Une première vague qui correspond au tournant entre le XIXe et le XXe siècle et qui consiste en une lutte pour l'égalité des droits politiques, en particulier la possibilité pour les femmes de voter. C'est notamment les mobilisations qui se sont structurées autour de la figure qui est connue en France de la suffragette,
voilà, pour obtenir cette égalité du droit de vote. Ça a été un premier moment, donc une première vague qui s'est développée sur plusieurs années et à l'échelle internationale. C'est l'avantage du terme de vague, c'est qu'on voit bien l'idée d'un mouvement d'ampleur qui ne va pas se structurer autour d'une date ou d'un lieu, mais vraiment qui va être à la fois à l'échelle internationale et sur plusieurs années, voire décennies. Donc ça, c'est ce premier moment qu'on peut conceptualiser comme la première vague. Deuxième moment, avec un petit saut dans le temps, au moment cette fois-ci des années 1960 et 1970, une deuxième vague va surgir, cette fois-ci autour de la revendication de la liberté à disposer de son corps, et notamment autour des droits reproductifs et la légalisation de la contraception et de l'avortement. Donc ça, c'est un moment où on retrouve vraiment cette idée d'une vague internationale, donc à la fois aux États-Unis, en Europe, etc., à peu près au même moment et sur plusieurs, là en l'occurrence, décennies, et qui va aboutir en France effectivement à la légalisation de la contraception et de l'avortement. Et enfin, troisième moment, troisième vague. Alors on fait un bond dans le temps qui est un peu moins grand entre la première et la deuxième. Entre la deuxième et la troisième on la situerait plus dans les années 1990. Et contrairement aux deux premières vagues, elle se structure moins en fait autour de revendications ou de mobilisations précises, mais plus autour d'élaborations, notamment théoriques et universitaires, mais qui ont une grande importance, avec un questionnement sur comment repenser le sujet du féminisme et comment articuler le féminisme qui, au moment des années 60 et 70, s'est beaucoup cristallisé autour de l'identité femme, comment articuler en fait ça à d'autres rapports de domination et penser du coup le féminisme, mais aussi les luttes LGBT, les luttes antiracistes. Et c'est un moment de grande conceptualisation, notamment aux États-Unis, autour de la théorie queer avec Judith Butler, ou de l'intersectionnalité avec Kimberlé Crenshaw, avec à chaque fois cette volonté finalement de penser le féminisme non pas tout seul, non pas autour d'une seule identité, celle des femmes, mais de façon plus complexifiée, et de penser aussi les rapports de domination qui traversent en fait la catégorie femme. Donc voilà, pour essayer de resituer un peu. Tu as utilisé deux termes qui Oui. semblent très importants pour cette troisième vague, qui est donc le terme de queer et intersectionnalité. Est-ce que tu pourrais essayer de donner des pistes pour qu'on comprenne exactement, voire un petit peu, ce que veut dire queer et intersectionnel dans la troisième vague et jusqu'à aujourd'hui ? Voilà, alors effectivement, c'est des théories voilà, universitaires, mais qui sont relativement simples à comprendre. Mais effectivement, voilà, c'est des mots précis. La théorie queer de Judith Butler, elle essaye vraiment d'articuler les luttes féministes et les luttes LGBT. On peut comprendre queer comme LGBT, lesbienne, gay, bi et trans. Et en fait, elle essaye... alors, elle a une certaine conceptualisation du genre, mais je laisse ça sur le côté. Mais elle essaye vraiment en fait de dire qu'on ne peut pas penser le féminisme indépendamment des luttes LGBT. Donc ça, c'est, on va dire, l'apport pour nous qui est d'importance. Et l'intersectionnalité naît en fait dans un contexte juridique, puisque Kimberlé Crenshaw est juriste, et au départ elle utilise ce terme dans le cadre du droit américain, en soulignant que si le droit américain reconnaît qu'il existe quelque chose comme une discrimination liée au genre et quelque chose comme une discrimination liée à la racisation, en fait de ne pas être blanc, il n'existe pas une discrimination dans le droit américain qui reconnaisse l'intersection des deux. Le fait d'être par exemple une femme noire et d'être discriminée, notamment au travail, en raison de cette double identité. Et elle parle d'intersectionnalité dans ce cadre-là. Mais plus largement par la suite, le terme d'intersectionnalité va être repris comme une forme de synonyme de croisement des dominations sociales. C'est quand on se dit qu'il faut à la fois penser le féminisme, les questions des luttes LGBT, les questions des luttes antiracistes et les questions bien sûr de classe. Donc c'est plus une méthode en quelque sorte, une méthode y compris qu'on peut utiliser, moi je suis sociologue en sociologie, qui dit il n'est pas possible de bien comprendre une domination sociale si on l'isole des autres. À chaque fois, il faut être dans cette démarche où on va recroiser les différents rapports de domination, on va les penser ensemble, on va les faire se couper entre eux. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors si on revient sur
Le livre, tu nous donnes plusieurs exemples d'organisations, de mouvements, et à te lire, donc on a le sentiment que pour toi, une des organisations qui s'est révélée la plus porteuse de victoire, c'est celle du MLAC, donc le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Est-ce que tu peux revenir à la fois sur ses caractéristiques, le potentiel révolutionnaire, on en reparlera après dans l'entretien, mais déjà sur cette organisation-là spécifiquement, ce que ça apporte de révolutionnaire, et aussi peut-être les limites qu'a pu rencontrer cette organisation? Oui, alors du coup, là, on repart sur le moment de la deuxième vague et du coup sur la lutte dans les années 70 autour de la légalisation du droit à l'avortement, enfin la légalisation, pardon, de l'avortement, l'obtention du droit à l'avortement. Et en fait, moi, j'ai beaucoup lu une théoricienne qui s'appelle Christine Delphi et qui met en avant le mouvement de libération des femmes, le MLF. Et dans ma tête, c'était un peu la structure centrale, on va dire, du mouvement pour la légalisation de l'avortement, ce qui est en partie vrai, ça a été vraiment une structure très très importante, mais c'est en fait à la lecture d'une historienne, Bibia Pavard, qui a écrit sur cette période, qui a écrit notamment « Si je veux, quand je veux », qui est un livre que je recommande pour toute personne qui s'intéresse aux luttes pour la contraception et l'avortement en France dans les années 60 et 70. Et elle, en fait, elle m'a fait découvrir le MLAC, que j'ignorais, que je ne connaissais pas avant de la lire, qui s'est développé en fait dans un deuxième temps de la lutte pour la légalisation de l'avortement, et qui a en fait regroupé dans une même structure à la fois certains syndicats, à la fois des structures d'extrême gauche de l'époque, et à la fois des structures féministes comme le planning familial ou des militantes féministes. Et en fait, donc au sein d'une même structure, on retrouvait tous ces groupes qui étaient engagés dans différentes luttes autour de ce même but d'obtenir la légalisation de l'avortement. Donc la première chose que je trouve intéressante ici, c'est la capacité de faire un front commun finalement autour d'une revendication. La deuxième chose qui a souvent été soulignée avec le MLAC, c'est que pour obtenir en fait cette revendication, le MLAC s'est mis à faire tout un tas d'avortements grâce à la méthode Karman, qui en fait rendait possible les avortements relativement facilement, mettant un peu les pouvoirs publics devant le fait accompli. C'est-à-dire que de fait, l'avortement était encore interdit, mais de fait, il était pratiqué, au vu et au su progressivement de pratiquement tous et toutes, et avec énormément de demandes chaque jour. Dans le film justement qui est sorti récemment, qui s'appelle Annie Colère et que je recommande également chaudement, ça montre bien qu'en fait, progressivement, des centaines, voire des milliers de femmes se sont mis à solliciter le MLAC pour pouvoir réaliser ces avortements. Et en fait, ça a été une méthode, à la fois cette unité et une certaine radicalité d'action qui a de fait rendu caduque la loi, plus une mobilisation qui a été vraiment massive et qui a saisi l'ensemble de la société. Le MLAC, ça a été un des organes de la mobilisation, pas le seul, mais qui a en fait, en tout cas, dessiné une stratégie pour le mouvement qui s'est avérée gagnante. Et c'est ce que je trouve intéressant dans cette structure et c'est pour ça que je la mets effectivement en avant dans le livre. Après, la limite du MLAC, mais un peu comme tous les moments de mobilisation, c'est que ça a été une organisation qui n'a pas été pérenne dans le temps, qui s'est structurée au moment donc, de la mobilisation pour l'avortement, mais qui progressivement s'est délitée. Donc qui a joué un rôle phare à un moment donné, mais qui n'a pas tant perduré par la suite que ça. Merci. Quelque chose qui m'a marqué à la lecture de ton livre, c'est l'importance que tu accordes à la réflexion de Marx, et en tout cas à ramener Marx dans le travail féministe, dans la réflexion et dans l'action féministe. Quand on parle de féminisme, c'est pas forcément le Karl Marx qui vient en premier, et quand on pense à Karl Marx, c'est pas le féminisme qui vient forcément en premier. Et toi, tu l'introduis, tu expliques que c'est important de faire jouer les deux ensemble pour progresser, puisque bien sûr, si on parle de féminisme révolutionnaire en matière de révolution, là, bien sûr, Karl Marx revient beaucoup plus vite en tête. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'analyse de Marx est utile pour penser les rapports d'exploitation et d'oppression des femmes, peut-être en nous expliquant aussi quelle est la différence entre exploitation et oppression des femmes et de toutes les minorités de genre?
Alors, de façon synthétique, ça va être un challenge, mais disons que l'idée, c'était un peu d'éviter deux écueils. Soit une certaine lecture du marxisme qui dirait, finalement, la seule chose qui est importante, c'est l'exploitation de classe, c'est-à-dire la domination économique d'une classe sur l'autre, de la bourgeoisie sur le prolétariat, pour reprendre les termes consacrés de Marx. Donc ça, un premier écueil qui fait totalement l'impasse sur la question d'autres types de domination qui peuvent exister dans la société. Mais de l'autre côté, je trouvais qu'il ne fallait pas tomber dans un autre écueil qui était de se dire finalement on va se concentrer uniquement sur la question de ce que dans la tradition marxiste on a appelé les oppressions spécifiques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'exploitation de classe, la domination sexiste, raciste, LGBT-phobe, etc. etc. On va se concentrer uniquement sur ces oppressions-là et on ne va pas poser la question de leur articulation à l'exploitation de classe. Avec un autre écueil dans cette vision-là de totalement couper la question des oppressions, qui se retrouve dans certaines lectures marxistes aussi, c'est de se dire que finalement, les oppressions, la question des oppressions, c'est une question purement de rapport de pouvoir. C'est une question purement symbolique de domination interindividuelle et qu'il n'y a aucun enjeu économique derrière tout ça, qu'il n'y a aucun enjeu d'exploitation derrière tout ça. C'est le problème de tracer une frontière très claire entre exploitation d'un côté et oppression de l'autre. C'est que finalement, dans un cas, on a une analyse matérialiste et dans l'autre, on a une analyse purement en termes de rapport de pouvoir, sans base matérielle finalement de ces oppressions. Et on peut se poser la question de alors pourquoi est-ce qu'elles perdurent si elles n'ont pas de base matérielle? Et donc l'enjeu pour moi, c'était de réussir à finalement se fissurer un peu cette grande barrière entre les deux. Et il s'est avéré que dans mon propre cheminement personnel, j'ai rencontré une théorie qui essaye de faire ça, qui s'appelle la théorie de la reproduction sociale. Un grand nom pour dire quelque chose d'assez simple, mais une autre théorie, notamment autour d'une théoricienne qui s'appelle Lise Vogel. Son livre « Le marxisme et l'oppression des femmes » a été traduit en français l'année dernière aux éditions Sociales. Et c'est encore un livre que je recommande vivement. Et Lise Vogel, justement, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres théoriciennes qui se reconnaissent dans cette théorie-là, essaye de repartir du cadre d'analyse de Marx, mais en l'amendant en quelque sorte, en le développant, pour essayer de montrer comment, à partir de ce cadre d'analyse, on peut quand même penser justement l'oppression spécifique des femmes. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que Marx a à la fois très bien pensé le fonctionnement capitaliste et dans le même temps n'est pas allé jusqu'au bout de son élaboration dans la façon dont le capitalisme se reproduit en tant que système. Et notamment dans la façon dont le capitalisme reproduit en permanence les travailleurs et les travailleuses nécessaires en fait à son fonctionnement. C'est lié, cette impensée de Marx, à tout un tas de phénomènes, notamment historiques, notamment le fait qu'il n'y avait pas non plus eu autant de mobilisation féministe ou d'élaboration féministe à son époque. Et elle montre en fait qu'il a été sur le point de proposer finalement une grille d'analyse de l'oppression spécifique des femmes, mais qui s'est comme arrêté un peu à la frontière. Et elle développe ça en disant qu'en fait, il y a un travail spécifique qui est assigné aux femmes, qui est la base matérielle de leur oppression, qui explique qu'elles soient opprimées dans nos sociétés, et y compris toujours aujourd'hui, y compris sous le capitalisme, c'est qu'il leur est assigné le travail qui produit et qui reproduit les travailleurs et les travailleuses. En termes marxistes, qui produit et qui reproduit la force de travail à un double niveau, à la fois quotidiennement et à la fois intergénérationnellement. Quotidiennement, au sens où c'est les femmes qui vont faire à manger, qui vont s'occuper de la maison, qui vont faire les lessives, le repassage, etc., etc. Et intergénérationnellement, au sens où c'est les femmes également qui portent les enfants, mais surtout qui les éduquent, qui s'occupent d'eux, qui en prennent soin, etc., etc. Donc ça, ce travail de production et de reproduction des travailleurs et des travailleuses, on peut l'appeler travail reproductif. Et c'est cette assignation finalement au travail, à ce type de travail, qui est la base matérielle de l'oppression des femmes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre l'analyse du capitalisme et l'analyse de la domination des femmes ?
c'est que ce travail, il est essentiel pour le fonctionnement du capitalisme. Ce n'est pas un travail, je veux dire, dont on pourrait se passer. En fait, s'il n'y avait plus de femmes pour effectuer ce travail gratuitement dans l'espace domestique ou à extrêmement faible coût, que ce soit dans les services publics ou de plus en plus dans les services à la personne sur le marché, eh bien en fait, tout le système s'effondrerait. On a besoin de ce travail qui est soit invisibilisé, naturalisé et effectué gratuitement dans le cadre de la famille, soit dévalorisé et très peu rémunéré dans les autres cadres que j'ai évoqués. Donc en fait, là, on a une vision qui est une vision où on voit que ce qu'on pourrait appeler capitalisme et ce qu'on pourrait appeler patriarcat sont intimement liés autour de cette question des rapports entre reproduction de la force de travail et production des marchandises à travers ces petits travailleurs et travailleuses qu'il faut produire en permanence pour que le système fonctionne. Et donc dans ce cadre-là, très théorique finalement, mais assez simple quand même, enfin qu'on peut se réapproprier simplement. On voit bien que les deux sont vraiment entièrement liés et que quand on parle de capitalisme, on parle toujours de patriarcat et inversement en fait. Merci beaucoup pour ces éclairages historiques et théoriques sur le mouvement féministe et le lien avec la Révolution. On va aborder maintenant un passage plus sur les perspectives, aujourd'hui et vers où on va. Donc tu écris sur la quatrième vague. Qu'est-ce qui distingue cette quatrième vague de féminisme des autres vagues? Et votre livre a été écrit en 2019, ton livre a été écrit en 2019. Est-ce que tu as vu des évolutions? Est-ce que la situation a évolué depuis l'écriture de ton livre concernant la quatrième vague de féminisme? Oui, alors du coup, ce qui m'avait poussée à écrire le livre en 2019, c'est précisément que je voulais défendre qu'on était dans une forme de quatrième vague du féminisme, donc à la suite des trois premières que j'ai évoquées en tout début, et qui serait une forme de synthèse, c'était comme ça que je le disais, des vagues qui l'ont précédée. Alors cette quatrième vague du féminisme, on la constate par quoi? On la constate d'abord par un grand mouvement en Amérique latine qui commence dans les années 2010 contre les féminicides et qui ensuite se développe aussi pour le droit à l'avortement. On la constate ensuite par finalement un développement dans l'espace des États-Unis et puis dans le monde entier autour du hashtag MeToo et de la remise en question des violences sexistes et sexuelles. Et on la constate enfin avec le développement, là encore à l'échelle internationale, du mot d'ordre de la grève féministe internationale pour le 8 mars. Donc ça, c'était autant de différents moments de cette quatrième vague qui me semblait important de mettre en lumière. Et puis, je disais aussi que c'était une forme de synthèse des deux autres vagues qui l'avaient précédée, en particulier la deuxième et la troisième, parce que j'ai l'impression que maintenant, a posteriori, avec le recul des années, on a dans les mouvements qui naissent aujourd'hui toujours un peu ce sentiment d'effet de synthèse. Et peut-être que les mouvements qui réussissent à l'heure actuelle, c'est justement des mouvements qui arrivent à agglomérer les différentes colères et à les synthétiser en quelque sorte. Et je trouvais que la quatrième vague avait pour particularité d'à la fois renouer avec la deuxième vague autour de cette idée de nécessité de mobiliser massivement autour de revendications claires, notamment autour de cette fin des violences sexistes et sexuelles, et de faire le lien avec le mouvement social, le mouvement ouvrier pour y parvenir. Et dans le même temps, en conservant les acquis de la troisième vague, notamment en liant la question du féminisme avec toutes les autres oppressions. Donc avec la question de la classe, mais aussi les questions LGBT ou les questions antiracistes. Et du coup, je trouvais que c'était un peu la particularité de cette quatrième vague. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2019 ? Eh bien, d'une part, ça a été quand même, et c'est important de le dire, c'est que de nombreuses victoires ont été arrachées, en fait, grâce aux mobilisations féministes, notamment en Amérique latine, puisque le droit à l'avortement, en fait, a été obtenu dans de nombreux pays, en Argentine, en Colombie, au Mexique. En fait, ces mobilisations féministes, elles ont été victorieuses. Et ça, c'est toujours important de le dire, je pense, quand en fait, les mobilisations marchent, fonctionnent et quand on arrive à arracher des avancées.
Autre chose qui a évolué et un peu différemment de ce que je pensais, c'est qu'en 2019, je pensais que la 4e vague allait arriver de façon très très forte en France, c'est-à-dire avec des mobilisations féministes aussi intenses que par exemple en Argentine. Qui est un peu le nœud de la contestation, avec notamment le collectif Ni Una Menos. Et en fait, à la fois, évidemment, il y a eu énormément de questionnements féministes qui ont percuté la France. Et dans le même temps, il n'y a pas eu ce mouvement de masse que j'avais pensé qu'il pourrait arriver. Alors, j'ai essayé de me poser un peu la question de pourquoi finalement. C'est difficile de vraiment savoir jusqu'au bout. Une de mes hypothèses, c'est que dans de nombreux pays, finalement, le mouvement féministe a cristallisé toute une partie du mouvement social, est devenu en quelque sorte le porte-drapeau du mouvement social dans son ensemble. En France, la situation elle est différente pour des raisons qui sont par ailleurs positives, qui sont qu'on a un mouvement social qui est extrêmement fort et un mouvement ouvrier qui demeure puissant avec des syndicats malgré tout qui structurent la classe et qui savent mobiliser, comme on l'a vu dans la séquence dans laquelle on est actuellement, dans la lutte contre la réforme des retraites. Et je pense que du coup, les questions féministes vont plus se structurer autour de ce mouvement social que être totalement en autonomie, et affleurer de façon totalement autonome. Donc j'ai plus l'impression que le mouvement féministe vient travailler le mouvement social et que du coup, ça prend une forme qui est un peu différente de la 4e vague, par exemple, en Amérique latine. D'accord, par exemple avec l'exemple des Rosies qui vont donc venir dans les cortèges des retraites, montrer l'impact sur les spécifiques sur les femmes de cette réforme des retraites, et donc qui sont entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, qui sont derrière les syndicats. Elles viennent nourrir le mouvement social, mais donc du coup elles sont peut-être un peu invisibilisées par rapport à d'autres endroits où elles vont mener la contestation. Alors après, on a aussi un mouvement féministe autonome du mouvement social qui se développe, notamment autour de la coordination féministe qui regroupe, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais qui regroupe plusieurs collectifs sur l'ensemble de la France et qui a justement porté le mot d'ordre de la grève féministe pour le 8 mars. Mais du coup, là, je dirais que c'est pas tellement une question d'invisibilisation du mouvement féministe, mais si on essaye de commencer à faire un premier bilan de ce qui s'est passé au moment du 7-8 mars, et notamment le fait qu'à ce moment-là, dans la mobilisation, il y avait quand même un grand boulevard qui était ouvert pour non seulement faire la jonction entre le mouvement social et le mouvement féministe, mais aussi pour partir en reconductible dans le cadre des enjeux stratégiques pour le mouvement. Et je pense qu'il y a encore un travail, en fait, malheureusement, de conviction à faire au niveau du mouvement social sur l'enjeu de développer le féminisme en son sein. On a fait énormément de progrès, d'avancées, etc. Mais force est de reconnaître qu'on n'a pas réussi à mobiliser autant pour le 8 mars que pour le 7 mars. Ça a été un 8 mars réussi du point de vue féministe, mais ça a été un 8 mars raté du point de vue du mouvement social. Et c'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que du coup, il y a un énorme enjeu, notamment au sein des syndicats, de la part des féministes des syndicats, et à faire ce travail-là qu'elles font déjà en fait, mais à le renforcer encore plus pour que la jonction se fasse jusqu'au bout. Donc merci beaucoup. On va en venir à la dernière partie, à la dernière question de cette partie de l'entretien. Donc il y a une partie assez dense qui est la dernière partie de ton ouvrage sur en fait les enjeux stratégiques et tactiques. De manière assez simple, on va dire que la stratégie c'est le plan large, l'organisation et l'objectif qu'on va se donner à terme, et la tactique c'est les petites techniques, les méthodes pour arriver à cet objectif final. Donc toi, tu plaides pour une révolution féministe, une stratégie féministe révolutionnaire. On a commencé l'entretien donc en te demandant ce que c'était pour toi qu'être militante féministe. Est-ce que tu peux nous dire, pour clore cette partie, ce que c'est qu'une stratégie féministe révolutionnaire ?
Eh bien, en fait, c'est tout simplement tirer un peu jusqu'au bout les fils de l'analyse théorique que j'ai présentée sur la théorie de la reproduction sociale. En se disant que si le capitalisme et le patriarcat sont un seul et même système et sont totalement imbriqués l'un dans l'autre, alors on ne peut avoir qu'une stratégie en quelque sorte révolutionnaire de renversement de ce système. On ne peut pas espérer obtenir progressivement... De fait, nos mobilisations arrachent des victoires, arrachent des nouveaux droits et le droit structure un certain rapport de force féministe et de classe et il en est le reflet. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est un peu tout ou rien. Évidemment qu'il y a des revendications intermédiaires qu'on peut obtenir, mais quand bien même on arriverait à obtenir ces revendications, on ne peut pas espérer avoir un capitalisme qui serait indifférent au genre. C'est ça, je pense, le plus important à comprendre et c'est ça la force de l'analyse de la théorie de la reproduction sociale. Et du coup, ce n'est pas possible d'imaginer juste une réforme progressive de ce système qui nous permettrait à terme d'avoir une société libérée du patriarcat. Donc à partir de là, la solution qui s'offre à nous, c'est effectivement de totalement modifier le système capitaliste et patriarcal. Et du coup, se pose la question de c'est quoi nos armes dans cette lutte-là. Si on pense que le travail reproductif, l'assignation à ce type de travail spécifique, c'est finalement la base de l'oppression des femmes, alors inversement, on a une arme toute trouvée qui se dessine, qui est l'arme de la grève. Et c'est pour ça d'ailleurs que la 4e vague a mis en avant cette importance de la grève féministe pour le 8 mars, qui est bien sûr comprise comme une grève qui est à la fois une grève du travail productif qui a lieu sur le marché, et une grève du travail reproductif, donc tout ce travail invisibilisé dans le cadre du foyer, etc., etc. Donc une forme de grève totale. Donc ça, c'est, je dirais, la première corde à notre arc qui est centrale, qui est cette question de la grève. Et c'est important de le redire parce que, effectivement, ce n'est pas forcément un réflexe du point de vue du mouvement féministe de se dire que sa première arme, c'est la grève. D'une part, et d'autre part, c'est aussi une façon de remettre au goût du jour, remettre sur le devant de la scène cette arme héritée du mouvement ouvrier du 19e siècle, avec sa dimension féministe incorporée. Donc ça, je dirais que c'est le premier élément important dans une démarche stratégique. Le deuxième élément important, ce pourquoi je plaide de façon forte, c'est l'importance de la convergence des luttes. Alors c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le milieu militant, qui est parfois dévoyé ou critiqué, mais en fait si on comprend jusqu'au bout les aspirations de la démarche intersectionnelle, si on comprend jusqu'au bout cette idée finalement qu'on a un système unitaire qui fonctionne à partir à la fois d'une domination de classe, de genre, de race, etc., alors on ne peut que défendre une convergence des luttes. À l'heure actuelle, il existe des mouvements qui sont autonomes. Un mouvement féministe qui a en partie ses propres structures, ses propres collectifs, qui fonctionnent parfois en non-mixité, pour tout un tas de raisons qui sont des bonnes raisons. Et on a un mouvement antiraciste aussi autonome, un mouvement LGBT aussi autonome, etc. Et cette autonomie, finalement, c'est en quelque sorte, pour moi, ce n'est pas un affaiblissement, en fait, contrairement à ce que certains pensent. C'est plutôt une force. Ça permet de développer, en fait, certaines analyses spécifiques d'abord. Et puis aussi, c'est une forme de garantie. C'est une garantie que, quoi qu'il arrive, ces questions-là, elles ne passeront pas à la trappe. Elles seront posées et on a en quelque sorte des spécialistes du mouvement social qui feront en sorte qu'elles le soient. Mais autant l'autonomie est une garantie, autant pour moi ça ne doit pas être une fin en soi. Et à un moment, il faut être capable de faire converger ces différents mouvements, donc les mouvements autour des oppressions et le mouvement social général, autour de revendications unifiantes. Ce qu'on a vu précisément au moment de la mobilisation contre la contre-réforme des retraites, où là, autour d'une revendication, on pouvait ressaisir en fait
toutes les différentes autres revendications. Et d'ailleurs, on a beaucoup mis en avant le caractère anti-féministe de la réforme, pour donner ne serait-ce qu'un exemple, quoi. Donc, c'est très important qu'à un moment, la question de la convergence, elle se pose. Et du coup, il faut sans cesse remettre en avant cette idée de la convergence des luttes. Troisième élément, c'est l'importance de l'auto-organisation. Là aussi, je ne peux pas m'empêcher de toujours faire le lien avec la mobilisation actuelle, mais parce qu'on est en plein dedans, ça a été un des éléments qui a un peu péché dans cette mobilisation, c'est cette importance finalement de s'organiser entre personnes opprimées, de s'organiser entre personnes mobilisées, de faire des AG sur les lieux de travail ou de faire des collectifs féministes pour porter nos revendications, où on décide tous et toutes ensemble de la voie par laquelle on veut que notre lutte elle se développe. Ça, c'est très important en fait pour qu'à un moment, on soit véritablement acteurs et actrices de notre mobilisation. Donc ça, c'est, je dirais, le troisième élément. Et enfin, quatrième et dernier élément sur la question de la stratégie, c'est à un moment donné poser la question du pouvoir et poser la question du pouvoir de la bonne façon. C'est-à-dire que dans le mouvement féministe notamment, on peut avoir cette tendance parce qu'on questionne en permanence les oppressions qu'on exerce les uns les unes sur les autres, le langage oppressif qu'on emploie, les comportements oppressifs qu'on a entre nous et le fait qu'on développe du coup des armes pour lutter contre la non-mixité, la déconstruction du langage ou de nos pratiques. Tout ça étant bien sûr nécessaire, mais on peut avoir tendance à finir finalement à avoir une lecture très individualisante de la domination et se dire que finalement, notre premier ennemi, c'est la personne juste en face de nous qui va nous opprimer au quotidien sous plein de formes de micro-agressions. Et autant, bien sûr, qu'on n'a pas tous et toutes la même position dans la société, on exerce des dominations les uns et les unes sur les autres, et parfois, on n'a pas des avantages en tant qu'individu à ce que la domination soit supprimée dans l'immédiat. Par exemple, si on est un homme, c'est vrai que c'est plus pratique de ne pas avoir à s'occuper de faire à manger le soir. Ce serait faux de dire le contraire. Mais ça, c'est dans un cadre déjà immédiat. Et puis, on en reste à une analyse hyper individualisante et interindividuelle. Et je pense que tout en reconnaissant tout ça, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des structures en fait qui modèlent les individus et qui sont comme ils sont, et que c'est ces structures-là qu'il faut venir questionner, et que par ailleurs, on est une majorité d'individus à être opprimés ou exploités sous un axe ou sous un autre. En fait, ça n'existe pratiquement pas des personnes qui ne sont pas du tout opprimées, pas du tout exploitées dans leur vie. Et je pense que, justement, on doit voir qu'au-delà des dominations qu'on peut exercer à l'instant T entre nous, on a des avantages bien plus larges, en fait, à s'unir contre ceux qui ont véritablement le pouvoir, ceux qui décident véritablement de nos vies, et ceux qu'on voit bien dans cette mobilisation actuelle, qui détiennent vraiment le pouvoir contre la majorité des gens et qui ont le pouvoir de décider à notre place, en fait. Et du coup, je dirais que la dernière partie, finalement, de cette stratégie, c'est ne pas se tromper d'ennemi. Et à un moment, poser la question de qui a le pouvoir, c'est une classe, c'est un gouvernement, et les remettre en question. Tu as parlé donc de convergence des luttes. À la lecture de ton livre, j'avais été aussi marqué par, il me semblait, l'idée de construire des organisations de masse, c'est-à-dire d'ouvrir au maximum le combat, mais vraiment aussi, ce que j'avais compris en première lecture, d'organisation de masse. Là, tu nous parles de convergence des luttes entre des collectifs qui sont autonomes. Est-ce que tu peux préciser cette question ? Comment on coordonne, comment on fait concrètement cette coordination? Est-ce qu'on a un cadre plus large dans lequel on se réunit? Est-ce que c'est, là par exemple sur la réforme des retraites, c'est un mot d'ordre, une mobilisation, un point de mobilisation qui nous fait converger, mais ensuite, comment on rend pérenne cette convergence? Voilà, est-ce que tu peux un petit peu développer sur ce point-là?
Oui, tout à fait. Effectivement, pour moi, l'espace où la convergence se fait en premier et qui est central, c'est effectivement le moment des mobilisations. Mais comme tu le soulignes bien, les mobilisations, c'est un moment, enfin, à moins qu'on en vienne à la révolution et à un renversement des structures, c'est un moment de la vie militante. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans l'entre-deux mobilisations ? Et c'était un peu aussi la limite du MLAC que j'avais pointé en tout début d'entretien. Moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a besoin d'avoir un parti, en l'occurrence, qui prenne en charge ces questions-là quand il n'y a plus de mobilisation. Un parti qui soit à la fois une structure pérenne dans des moments de reflux et qui soit aussi un héritage politique des différentes mobilisations passées pour les mobilisations futures. Et un parti, enfin, qui permette concrètement dans son organisation cette convergence, puisque dans ma vision du parti, c'est un parti qui est forcément tout à la fois anticapitaliste, féministe, antiraciste, anti-impérialiste, pour les luttes LGBT, etc., etc. Donc effectivement, moi, c'est la façon dont je le vois. Et effectivement, l'enjeu que tu pointais d'avoir une organisation de masse se pose de façon très importante. Le but d'un parti, c'est pas d'avoir juste un groupuscule qui soit pur politiquement et parfait sur ses positions. C'est évidemment l'enjeu d'avoir un parti de masse qui puisse organiser le plus largement possible l'ensemble des opprimés et des exploités. Mais à l'heure actuelle, en France, il y a des tensions sur d'où va surgir ce parti de masse, puisque à la fois du côté du NPA, on ne peut pas dire que on est un parti de masse, et de l'autre côté, du côté de la France insoumise, j'ai l'impression que il y a cette masse, mais il n'y a pas encore jusqu'au bout la volonté de s'organiser en parti. Mais voilà. Du coup, on est un peu dans ce questionnement-là à l'heure actuelle de qu'est-ce qui va surgir qui tiendrait les deux bouts en quelque sorte. Très bien. Une dernière question sur ce livre qui est un peu précise, mais qui, moi, m'a quand même marqué parce que aujourd'hui, les héritages qu'on a du mouvement féministe, c'est beaucoup des organisations qui sont utiles, mais qui ne sont pas nécessairement révolutionnaires. Moi, je parle d'associations féministes, la première qui me vient en tête, c'est le 3919, donc le numéro d'appel pour les violences faites aux femmes. Et donc, dans ton livre, tu t'attardes sur ce point, des organisations qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui, en tout cas, je pense, aujourd'hui participent à lutter pour les droits des femmes et des minorités de genre. Quel rôle pour une association comme le 3919, mais en fait, il y a des dizaines de structures, d'associations qui sont aujourd'hui financées en partie ou complètement par l'État. Quelle place on réserve à ces structures qui existent et qui font un travail avec des gens qui consacrent leur vie dans cette stratégie révolutionnaire? Est-ce que tu as des éléments pour nous éclairer? Pour moi, ces associations, elles sont hyper importantes. Elles font un travail qui est très utile. Il y a le 3919, il y a le collectif féministe contre le viol, il y a tout simplement le planning familial qui est un héritage pour le coup historique tellement important pour le mouvement féministe. Et pour moi, la meilleure façon de comprendre ces collectifs féministes, en réalité, c'est la comparaison avec les syndicats du point de vue de l'organisation des travailleurs et des travailleuses. C'est-à-dire, en fait, des organisations, des personnes dominées autour de revendications immédiates. Et des organisations qui sont en partie en lien avec l'État de façon plus ou moins étroite, et qui sont en partie en tout cas financées ou soutenues par l'État. Et enfin, des organisations qui ne défendent pas forcément une seule stratégie unique, voire qui ne sont pas du tout révolutionnaires. Bon, avec, dans le cadre des syndicats plus ou moins radicaux, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour les collectifs, des collectifs plus ou moins radicaux, mais en tout cas, l'objectif, c'est de réunir dans une même structure des militants et des militantes qui ont des stratégies différentes autour de revendications spécifiques. Pour moi, ces structures, elles sont nécessaires, syndicats comme collectifs, parce que c'est les structures qui vont organiser le plus de monde, en fait, logiquement, puisque elles n'ont pas de stratégie délimitée, parce que elles luttent pour obtenir des acquis concrets immédiats.
Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces organisations? Pour moi, en tant que militante révolutionnaire, on intervient dedans en proposant notre stratégie, en proposant nos orientations, en essayant de convaincre et en montrant qu'on est utile. Mais en tout cas, je pense que c'est des organisations qui sont fondamentales pour la lutte féministe comme pour la lutte des classes et que du coup, c'est des acquis qu'il faut à tout prix conserver en soulignant les limites qui peuvent demeurer. En l'occurrence, pas en termes tellement de stratégie, mais ce que je montrais dans le livre, c'était que le fait d'être financé en partie par l'État, ça avait des conséquences. D'où l'importance d'avoir aussi des structures qui sont totalement indépendantes et autonomes de l'État, ce qui est pour moi le rôle des partis notamment. Merci beaucoup. Donc on va en venir à la seconde partie de l'entretien qui porte sur tes travaux sur la norme gynécologique. Donc ça a été dit par Ulysse en introduction. En 2022, tu as sorti un livre encore aux éditions Amsterdam donc, qui s'intitule « La norme gynécologique, ce que la médecine fait au corps des femmes », qui est en fait la version publiée de ton travail de thèse et donc de ta recherche plus académique. C'est un sujet, nous, qui nous semble important. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les associations, il y a quelque temps, parlaient de ces sujets-là. Aujourd'hui, on a du côté des élus, notamment récemment, c'est la France Insoumise à l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de Sophia Chikirou, qui s'est emparée de ce sujet-là. Le sujet est également, je crois, en discussion en ce moment au Sénat. En tout cas, j'ai vu une sénatrice faire récemment sur Twitter parler de ces sujets, donc des violences obstétricales et gynécologiques. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce sujet-là, donc des violences obstétricales et gynécologiques, qui est concerné, sous quelle forme? Est-ce que, encore une fois, tout à l'heure, on parlait par exemple d'intersectionnalité, la question de l'origine sociale, géographique, du genre, de la race, sur ces violences, quel type d'impact on va avoir? Est-ce que toutes les personnes sont concernées au même titre? Donc revenir un peu, parce que c'est un sujet qui est assez peu connu, je pense, aujourd'hui, revenir un peu sur fondamentalement ce que c'est et donc nous présenter vraiment la base de tes travaux. Oui. Alors déjà, le terme de violence obstétricale et gynécologique, il est nouveau en France. Il s'est développé ces dernières années, mais en fait, c'est un terme qui s'est d'abord développé dans les années 2000 et 2010 en Amérique latine. Que nous, on a reçu en France dans un contexte qui est le contexte de MeToo, avec le développement finalement de MeToo dans toutes les sphères de la société, y compris la sphère médicale. Et du coup, a surgi ce terme, a été découvert ce terme en France dans ce contexte-là. Il faut noter par ailleurs qu'à l'heure actuelle, le terme il n'est pas totalement stabilisé. En fait, le terme de violence gynécologique et obstétricale, il peut recouper énormément de choses très différentes. Il peut recouper à la fois, on va dire, des violences verbales, de la discrimination, soit dans l'accès aux soins, soit le fait de faire des commentaires, par exemple, racistes, LGBT-phobes en consultation. Donc là, je dirais tout ce qui est, pour le coup, domination symbolique, pas une difficulté d'accès aux soins. Il peut aussi désigner le viol. Tout ce qui est des violences à caractère sexuel directement. Il peut aussi désigner de façon plus insidieuse, et moi c'était en partie par ce biais-là que je l'avais questionné, la forme de contrainte finalement sociale, un peu impalpable, à devoir, quand on est une femme, consulter un ou une gynécologue de façon très régulière, alors qu'on n'en a pas forcément envie, mais en même temps il y a cette contrainte qui fait qu'on va y aller, quoi qu'il en soit. Et on peut dire que c'est une forme de violence sociale, alors là, pas forcément directe des médecins, mais qu'il y a une forme de violence sociale. Donc là, déjà, on a touché tout un registre. Et puis, là où, quand même, le terme de violence tend à se structurer à l'heure actuelle, et là où je prendrais la définition dans son noyau resserré, mais c'était pour montrer quand même que voilà, c'est un pan très large en fait d'actes et de paroles, c'est le fait de ne pas respecter le consentement des patientes avant un acte gynécologique et ou obstétrical. Notamment le fait, par exemple, tout simplement, de ne
pas poser la question du consentement, de considérer que si une patiente se rend dans une consultation gynécologique, c'est qu'elle sait bien qu'il va y avoir un examen gynécologique et que du coup ce n'est pas nécessaire de lui demander si c'est possible de réaliser l'examen, si c'est possible avant d'insérer le spéculum de le poser, etc. etc. Donc c'est surtout autour de cette notion du consentement que s'est structurée ces derniers temps la notion de violence gynécologique et obstétricale, aussi parce qu'on est dans un contexte, après la loi Kouchner de 2002, relative aux droits des patients, qui instaure justement la nécessité d'un consentement libre et éclairé des patients avant tout acte médical. Et du coup, les enjeux de consentement gynécologique peuvent venir se raccrocher en fait à cette loi déjà existante. Donc on voit que c'est vraiment tout un panel de questionnements. Et moi, ce que je trouve intéressant en fait dans cette remise en question des violences gynécologiques et obstétricales, pour les gynécologues, beaucoup de gynécologues ont interprété ça comme une remise en cause de leur profession, comme une remise en cause d'eux individuellement. Mais en fait, moi, je trouve que c'est plutôt une façon d'interroger les pratiques médicales en général. C'est-à-dire que la gynécologie a ce site spécifique que la plupart du temps on consulte sans raison particulière, uniquement pour le suivi gynécologique. On va y aller une fois par an, juste pour le suivi. Donc il n'y a pas vraiment de motif. Et la consultation elle-même, elle se structure autour de la contraception et le dépistage, notamment des cancers, à travers la palpation des seins et la réalisation du frottis, donc qui est un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et du coup, on voit qu'on est dans une médecine qui n'est pas du tout centrée sur l'urgence, qui n'est pas du tout prise dans des enjeux de « il faut agir très rapidement » et qui n'est pas non plus prise dans des enjeux, la plupart du temps, de pathologie, où finalement, quand on est face à une pathologie, il n'y a pas tellement le choix quand c'est une question de vie ou de mort, en fait. Et je trouve que du coup, avec la gynécologie, on peut encore plus interroger les pratiques médicales parce qu'il n'y a pas ce poids de l'urgence, il n'y a pas ce poids de la pathologie, et on peut remettre le patient, en l'occurrence la patiente, véritablement au centre et remettre ses choix au centre et se poser la question de faire une médecine qui soit plus humaine, qui intègre davantage des éléments psychologiques, sociologiques, etc. Donc en fait, pour moi, c'est une chance pour la gynécologie, une chance pour la médecine en général, et plutôt que de le prendre de façon on va dire, professionnelle, avec des réactions parfois très très fortes de la part des corps professionnels qui défendent en partie les intérêts des gynécologues. Je pense qu'il faut plutôt se dire que c'est l'occasion de réformer, rénover à la fois la gynécologie et par ce biais-là, l'ensemble de la médecine. Et donc moi j'ai une dernière question sur ton livre. En fait, j'avais écouté un entretien que tu avais donné dessus. Et j'avais le sentiment que tu décrivais finalement qu'il y avait quand même un croisement entre justement l'attention qui va être portée à la patiente. Notamment, tu décrivais les rendez-vous de consultation gynécologique dans les hôpitaux publics et le manque de temps. Et je pense que ce manque de temps-là, il est très directement lié à la destruction des services publics, l'impératif de suivre plus de personnes sur des temps plus courts. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette idée-là ? Ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre sur la question des violences gynécologiques, plutôt que d'essayer, par exemple, de qualifier spécifiquement tel moment comme étant une violence en tant que telle ou me centrer sur les questions définitionnelles, j'ai plutôt essayé de comprendre ce que j'ai appelé les conditions de possibilité des violences, pour essayer de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour les prévenir, pour qu'elles n'existent pas. Parce que de fait, indépendamment de mon regard, on va dire, de sociologue, j'ai assisté à certaines consultations qui sortaient de la norme de l'ensemble des consultations auxquelles j'ai assisté, où la patiente, en fait, exprimait de façon indirecte, par notamment des cris, des pleurs, qu'elle ne consentait pas à l'examen, notamment. Mais où la question n'avait jamais été directement posée, et ce qui expliquait qu'on en soit venu à cette situation en fait de violence gynécologique. Et du coup, face à ces situations-là, qui étaient par ailleurs exceptionnelles, il me semblait impossible de faire comme si elles ne s'étaient pas produites. Dans le même temps, je ne voulais pas centrer mon propos uniquement sur ces moments-là, qui de fait étaient exceptionnels,
Et du coup, mon parti pris a été de me concentrer sur qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive là, justement, et comment éviter que ça se reproduise. Et en fait, une des questions effectivement centrales, c'est que les moments, la plupart du temps où j'ai assisté à ces moments de violence, c'était dans le cadre des urgences gynécologiques. Donc dans un moment où il y avait très peu de temps et de moyens qui étaient accordés à la consultation, où en fait, en l'occurrence c'était des internes que je suivais, étaient soumis à une très forte cadence, accélération de la cadence, et en fait la consultation reposait pratiquement uniquement sur des automatismes intégrés, où il y avait très peu de place en fait à une attention fine aux besoins de la patiente, et où en même temps dans les automatismes, force était de constater que on ne leur avait pas appris à poser systématiquement la question du consentement de façon automatique, et donc la question n'était pas posée. Donc en fait, ce que montrent un peu ces moments-là, c'est à la fois l'importance de la formation, donc unifier la formation, imposer que la question du consentement soit systématiquement posée, mais aussi faire une formation aux enjeux psychologiques et sociologiques, comme je l'ai dit. Et aussi, évidemment, se pose la question des moyens pour exercer une bonne médecine. Parce que, de fait, lorsqu'il y a peu de temps, lorsqu'il y a peu, ne serait-ce que d'espace pour pouvoir avoir une bonne prise en charge, eh bien, ça rend d'autant plus propice le surgissement de violences. Là, vraiment, les conditions structurelles, l'organisation du travail joue directement sur la qualité des soins. Et j'ai pu d'autant plus le constater, et je terminerai là-dessus, par le fait que j'ai fait d'autres observations dans d'autres contextes, notamment dans une clinique privée parisienne, où en fait les consultations duraient 30 minutes, où on disposait d'un immense espace avec un lieu à part pour pouvoir se changer, où tout avait été pensé pour prévenir les violences gynécologiques. Et je ne suis pas en train de poser en modèle, évidemment, la médecine libérale et le fait de devoir payer pour avoir une bonne qualité de soins, mais plutôt de se dire que l'objectif, c'est que voilà, les services publics aient les mêmes dotations pour pouvoir avoir la même qualité de soins. Donc remonter en fait le niveau des services publics et non pas se dire que la solution, c'est que tout le monde bascule dans le privé. Pour conclure, j'ai quelques questions finales qui sont directement librement inspirées du travail de Médine dans son podcast Made in France. Donc ça me permet de, moi, faire ma petite recommandation aussi. Donc 3 questions. La première, c'est quel est l'intellectuel qui t'a le plus forgé, Aurore ? Pour la figure qu'elle représente, ça va être une réponse classique, mais je dirais que c'est Simone de Beauvoir, en tant que justement figure à la fois intellectuelle, militante féministe, qui a su s'imposer à une époque où c'était pas évident d'être une femme à la fois intellectuelle et militante. Donc je dirais que c'est vraiment elle, ma source d'inspiration, et c'est par ailleurs une de mes écrivaines préférées. Donc voilà. Très bien. Je pense que ça peut être validé par beaucoup de gens. Et quelle est la personne qui t'a le plus marqué sur les valeurs, au niveau plus du cœur, des émotions, des valeurs ? Alors, je ne dirais pas que c'est une personne, mais je dirais que c'est une génération de militants et militantes. La génération des militants et des militantes qui ont fait mai 68. Là aussi, c'est une réponse peut-être un peu attendue, mais en fait... je trouve que, quelque part, notre génération est un peu directement l'héritière de cette génération-là, qui est la génération un peu de mes parents, mais mes parents étaient un peu jeunes, mais du coup, j'ai un peu ce rapport de filiation indirecte à cette génération-là, qui a entrevu la possibilité de la révolution, qui ne l'a pas faite, mais qui a quand même tenu le flambeau tout ce temps-là pour nous, en quelque sorte, et qui nous l'a transmis. Et c'est vraiment ma source d'inspiration principale aujourd'hui. Et ils sont bien représentés dans la bataille des retraites actuelle. Je pense tout à fait. Tout le monde peut l'avoir remarqué. Ma dernière question, qu'est-ce qui te donne de l'espoir pour l'avenir ?
Justement, cette mobilisation, parce que même si on n'obtient pas forcément le retrait de la contre-réforme, je pense qu'on a tous et toutes le sentiment qu'on n'a pas perdu pour autant. Et je pense que ça ouvre en réalité une nouvelle période de mobilisation accrue. Et j'espère en tout cas que va vite se reposer la question d'une mobilisation contre la contre-réforme des retraites qui irait jusqu'au bout en quelque sorte, donc qui posera à un moment la question de la grève reconductible et de la grève générale. Et je pense que si ça ne se produit pas en cette fin d'année, ça se produira dans les prochains mois. Donc j'ai plutôt pas mal d'espoir. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cet entretien de l'insoumission.fr. Merci Aurore, merci Marion d'être venus sur les entretiens de l'insoumission. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la partager, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour être au courant de toutes les actualités, des nouveaux entretiens, des articles. Voilà, il y aura des liens dans la description pour approfondir les sujets. Il y a différentes références qui ont été données. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.